Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et nous retrouvons pour un nouvel épisode, ou plutôt la suite de Timeline. Oui, ça fait quelques mois, mais enfin, on peut revenir sur de bonnes valeurs. Donc, Timeline, c'est l'émission qui parle des timelines de jeux vidéo. Dans le dernier épisode, nous avons commencé la série Ace Attorney de l'année 1992 à 2011. Et maintenant, nous allons donc traiter des années 2012 à fin 2016. Comme d'habitude, il y a des spoilers pour toute la série Ace Attorney, y compris pour Spirit of Justice. Allons-y, Timeline, on est reparti. Tout d'abord, on commence en 2012. Durant cette année, Maki Tobai et Jinxie Tema sont nés. Et à l'âge record de 13 ans, Franziska Vankama devient procureure en Allemagne. La même année, le 8 septembre 2012 pour être plus précis, la deuxième incident de l'affaire KG8 a eu lieu. Quelle est l'affaire KG8 ? C'est l'affaire qui a initié le Yatagarasu, le meurtre de la secrétaire du groupe Amano, CCU. Nous l'avons traité lors de la dernière vidéo. Cette deuxième affaire KG8 est liée à la première, car c'est lié au cercle de faussaires comme la précédente. Il s'agit d'un membre de l'ambassade de Konopi, Deadman, qui voulait révéler le rôle de l'ambassade dans le cercle de faussaires. Toutefois, quelqu'un a engagé un tueur du nom de Macrel pour le tuer. Il a été attrapé via les vidéos de surveillance et il a été accusé du meurtre. Callisto Yu, avocate, vient le défendre dans le tribunal et Macrel profite du procès pour dire que ce commanditaire n'était nul autre que le Yatagarasu et il accuse l'accusation Burn Faraday d'être ce Yatagarasu. Étant accusé, le juge est obligé de faire arrêter le procès et de demander à un procureur remplaçant de prendre la place. Manfred Vankama aurait pu s'imposer, ayant plus de 30 ans de procès gagnés. Mais il donne l'affaire à son disciple, une personne qu'il a élevée après la mort de son père, Miles Edgeworth. Il arrive dans la salle d'audience où le procès doit reprendre, mais le détective Gumshoe, nouveau détective depuis un mois, arrive paniqué. Il dit alors que l'accusation et l'accusé ont été retrouvés morts. L'investigation commence et accompagné de la fille de Manfred, Franziska, qui était en vacances, Miles Edgeworth commence à regarder la mort des deux hommes. Tout est basé sur des preuves que le Yatagarasu a pu récupérer et donner à la police, notamment une clé qui a été utilisée dans l'ambassade de Konopi. Une clé qui était également un couteau. Seul le Yatagarasu pouvait le savoir, et vu que Burn Faraday ne pouvait pas le savoir, c'est que le Yatagarasu était le tueur, et qu'il cachait son identité. On se rend compte par la suite que c'est Callisto Yu. Elle a pu utiliser cette clé pour justement tuer Faraday, puis a tué Rel avec un pistolet avec silencieux. Lorsque Miles la met au pied du mur, elle assume être le Yatagarasu et d'avoir provoqué la mort de Deadman. On se rend compte que Callisto Yu n'était pas son vrai nom, et qu'en fait, le Yatagarasu fait partie du cercle de faussaires, sous les yeux hallucinés de l'autre détective de cette affaire, et le détective en charge de l'affaire Yatagarasu, Tyler Bad. Après ces révélations, Callisto Yu sort un pistolet et essaie de tirer sur le jeune procureur. Grâce à l'intervention in extremis de Kay Faraday, la fille de Burn Faraday, qui était dans le tribunal sous la garde du jeune Gumshoe, Miles évite de peu de se faire tirer dessus et Yu en profite pour partir. À la fin de cette affaire, Gumshoe dit à Edgeworth qu'il sera toujours à ses côtés, et c'est ainsi que la longue amitié entre le détective et le procureur commence. Toutefois, avec toutes les informations données dans ce procès, des dissensions internes se font comprendre dans la principauté de Konopi et elles se séparent en deux pays distincts, le royaume d'Alabast et la république de Babal. L'ambassade de Konopi au Japon a été séparée en deux pour représenter les deux pays, avec un terrain neutre entre les deux, un théâtre, le théâtre Neutralis. En 2013, un jeune Apollo Justice revient aux États-Unis
car les aventures de Dirk Samadi en Crane, c'était largement compliqué, car il avait compris que sa femme, l'ancienne reine de Crane, Amara Sinnetta Crane, était bel et bien vivante, et il voulait éviter à son fils adoptif des moments difficiles. Mais Dirk fit la promesse à son fils adoptif de venir le rechercher un jour. Quelques mois plus tard, il libérera sa femme de sa captivité, et durant sa liberté, elle donnera naissance à un enfant. Revenons à une affaire que nous avons déjà traitée lors de la précédente vidéo, l'affaire de l'enlèvement de Dahlia Hawthorne. Le 14 février 2013, Terry Falls, condamné à mort pour la mort de cette jeune fille, s'échappe durant un transport pénitentiaire. Il vient voler la voiture d'un couple et demande à Valerie Hawthorne par téléphone de lui dire la vérité sur ce qui s'est passé et de lui donner rendez-vous. Le rendez-vous a lieu au pont du Néant, le même pont que celui de l'enlèvement, 6 ans auparavant. Le rendez-vous a lieu et Terry Falls se fait attraper peu après au pont du Néant, avec dans le coffre de la voiture qu'il a volée, le corps sans vie de Valerie Hawthorne. Il est donc accusé du meurtre de la sœur de la défunte. Celle qui vient à défendre cet accusé à mort n'est d'une autre que Mia Fey, une jeune avocate débutante. L'accusation est également connue des fans, c'est le premier véritable procès, et également pour Miles Edgeworth. Un autre avocat aide la jeune recrue, il s'agit de Diego Armando, un avocat expérimenté dans l'agence Grossberg & Co. On a pu accuser Terry Falls grâce à une témoin, étudiante en littérature qui passait par là, Melissa Forster. On se rend compte, au fil du procès, l'identité de cette jeune étudiante. Il s'agit bien de Dahlia Hawthorne. Effectivement, elle a réussi à survivre parce que sa sœur lui a donné une nouvelle identité. Et surtout, parce qu'elle voulait garder le diamant de 2 millions de dollars pour elle-même en manipulant Valérie et Terry. Se sentant trahi dans son amour, Terry Falls vient en faire l'irréparable. Il boit le contenu d'un flacon qui était dans le collier qu'il portait. Il se suicide en s'empoisonnant. Mia Fey, Miles Edgeworth et Diego Armando furent touchés par cette affaire. Mia Fey et Diego Armando, choqués par cette affaire, se focalisent sur celle-ci et Diego Armando vient rencontrer Dahlia Hawthorne pour s'expliquer dans le réfectoire du tribunal. Les deux prennent un café. Armando vient à s'écrouler. Dans la panique, Dahlia Hawthorne rencontre un jeune étudiant qui étudie la loi. Il s'agit bien sûr de notre Phoenix Wright national. Elle donne à ce jeune homme un pendentif qui, ironiquement, est le même que celui que Terry Falls avait. Dahlia Hawthorne a été fouillée, mais elle n'a pas été trouvée avec le poison que Diego Armando avait avalé, le plongeant dans le coma pour plusieurs années. Il faut savoir qu'entre 2013 et 2014, le système de procès initial a été mis en place. Il est censé permettre de résoudre les affaires plus rapidement. C'est un système d'inquisition où le juge est le seul à juger une affaire. Et les enquêtes et les procès s'enchaînent sur 3 jours maximum. Nous sommes donc en 2014 et l'affaire que nous avons traitée est toujours liée à la précédente. Suite à l'empoisonnement de Diego Armando, Dahlia Hawthorne était regardée par la police. Le pire, c'est qu'elle avait donné le pendentif avec le flacon empoisonné à un étranger, Phoenix Wright. Elle a donc essayé à de nombreuses reprises de reprendre ce cadeau via des rencontres avec le jeune homme. Le 9 avril 2014, Phoenix Wright est accosté par Doug Swallow, étudiant en pharmaceutique. Il lui dit de s'inquiéter de cette femme car elle n'était pas ce qu'elle était censée être. Phoenix, en colère, pousse le jeune étudiant et part. Peu après, on découvre le corps sans vie de Doug Swallow et Phoenix Wright est accusé du meurtre. Mia, en entendant que Dahlia Hawthorne est liée à cette affaire, se présente au procès pour revoir cette Dahlia Hawthorne et défendre ce jeune fini. Durant le procès, on se rend compte que Dahlia a utilisé les altercations à son avantage. Cette altercation a provoqué une panne de courant des bâtiments de pharmacologie, ce qui permettra d'avoir des témoins de la mort de Doug. Elle pousse une nouvelle fois Doug vers le câble électrique et l'électrocutant. Dahlia fait alors la fille éplorée par la découverte du corps. Elle avait prévu de tuer Phoenix Wright avec ses médicaments, mais au final, elle a utilisé ces médicaments pour donner la suspicion à Wright. Dahlia accepte ce verdict, mais dit qu'elle n'en a pas fini avec Mia. Elle est condamnée à mort. Pendant ce temps-là,
un meurtrier en série rôde, mais il se rendra en 2015. Durant ce temps, Blaze the Best, qui est le président du Prosecutorial Investigation Committee, appointe Patricia Rowland, celle qui a été acquittée il y a quelques années du crime, en tant que gardienne principale de la prison. Il y a également la capture du tueur en série Ciaran Duggan, qui par l'accusation de Miles Edgeworth est condamné à vie et en isolement. Parlons tout d'abord de quelques événements se passant en 2015, en commençant par la magie. Le troupe Gamma fait un show avec une personne en dehors de cette troupe, Mysterious. Toutefois, il vient à se blesser et Magnifique Gamma, le patriarche, refuse et exclut Monsieur Rios du show en lui-même. Le deuxième grand événement de l'année 2015 est lié à la dernière victime de l'affaire SL9. Je vous parlais tout à l'heure d'un tueur en série. Son nom est Joe Dark. Il avait tué pas mal de personnes liées à un accident de la route. Il fut arrêté, puis Neil Marshall, procureur, vient l'interroger. On ne sait comment, Joe Dark arrive à s'échapper de l'interrogatoire et dans une nuit orageuse, arrive à tuer Neil Marshall. Joe Dark est arrêté immédiatement puis condamné à mort. Nous arrivons enfin à l'année 2016, l'année du début des affaires pour notre avocat préféré. Mais avant de parler de ces aventures, des moments tragiques sont à discuter. Tout d'abord, à cause d'une erreur dans un tour de magie, Thalassa Grammarai disparaît et meurt. La troupe Grammarai commença alors à avoir des moments de dissension entre eux. Nous passons ensuite au 2 mai 2016, dans la clinique de Dr. Gray. Une mauvaise dose de médicaments fait que 14 patients meurent. L'infirmière, Minnie Maini, est accusée de cette erreur. Et à la fin du mois, le 24 mai pour être plus exact, sous antidépresseur, Mimi dort au volant de sa voiture avec sa sœur à l'intérieur. Mimi meurt, mais Innie reste en vie. Parlons à présent de la première volte-face de notre avocat préféré. Le crime s'est déroulé le 31 juillet 2016, où un vendeur de journal, qui était également un voleur, venait piller l'appartement d'une top modèle, nommée Cindy Stone. Toutefois, la top modèle était revenue trop tôt, et par pur énervement, ce vendeur de journaux frappe mortellement Cindy Stone. Dans la précipitation, il se demande qui accuser, et il se rappelle que le petit ami de la victime était passé peu avant. Il s'agit de Larry Butts. Phoenix vient défendre son ami d'enfance. Il est accompagné par le chef du cabinet P&Co, Mia Fey. Le premier procès du grand Phoenix Wright a donc lieu le 3 août 2016. Très rapidement, on remarque que Larry n'a rien à voir avec ce meurtre. Et très facilement, on se rend compte que Frank Sowit n'a pas seulement vu le meurtre, mais il l'a commis. Il est donc condamné et Larry est innocent. Larry, heureux de son innocence, donne le statut du penseur, le même modèle que celui du meurtre, à Mia Fey, comme un paiement d'avance, et elle propose un repas pour Larry et Phoenix pour qu'il explique pourquoi Phoenix voulait défendre ce jeune homme. Malheureusement, ce repas n'aura jamais lieu. Parlons à présent de Red White. Si vous vous rappelez, cet homme est le président de Blue Corp SA, une société de surveillance. Il a ruiné la vie de Misty Fey, qui a dû disparaître. Mia Fey a poursuivi ses études dans la ville pour une raison, pouvoir faire tomber Red White. Elle avait envie de mettre fin aux manigances et aux menaces qu'il avait sur de nombreuses personnes de pouvoir. Un des futurs procès concernait cet homme, et pour cacher des preuves, Mia a utilisé la statue du penseur que Larry lui avait donnée. Elle a appelé sa sœur, Maya, en disant qu'il fallait garder cette preuve et qu'elle allait prendre des burgers dans la soirée. Soirée du 5 septembre 2016. La dernière de Mia Fey. L'appel avait été enregistré par la secrétaire de Red White, April May. Red White arrive dans le bureau de Mia Fey et vient récupérer ses documents, par la force. Le corps est découvert peu après, par la sœur de la victime, Mia Fey. Elle est prostrée dans un coin du bâtiment quand Phoenix Wright arrive pour voir la mort de son mentor. Un témoin crie alors en disant que c'était Mia Fey qui avait tué sa sœur. La police arrive peu après avec Gumshoe à sa tête et arrête Maya pour le meurtre. L'investigation commence et on se rend compte assez facilement que Maya nous fait peu confiance, considérant que Mia lui avait dit qu'il n'était pas encore assez expérimenté pour la défendre. Toutefois, personne ne voulait la défendre, même pas Marvin Grossberg, boss du cabinet
où Mia a fait ses débuts avant d'ouvrir sa propre agence. Et Phoenix Wright prend la défense de la frêle Maya. On se rend compte que Maya est en fait une médium spirituelle et peut invoquer des esprits. Au procès suivant, on se rend compte de l'écoute d'April May et qu'une autre personne pourrait être impliquée, Red White. Au fil d'une nouvelle investigation, Phoenix Wright comprend les pressions de Red White et au lieu de laisser ses preuves le démontrer lors du procès, il vient avoir directement Red White qui lui rit à la gueule, le frappe et donne comme information qu'il sera témoin au procès du vrai meurtrier, Phoenix Wright. Phoenix remplace donc Maya au banc des accusés, avec Edgeworth en procureur. Tout s'accable contre Phoenix, car White a pu blinder son témoignage, et même si Wright arrivait à trouver des contradictions, ce n'était pas suffisant, car White avait dit qu'il avait planté le micro d'enregistrement peu avant le meurtre. Il ne pouvait plus rien faire. Toutefois, Maya, désespérée, arrive à invoquer l'esprit de Mia, qui vient donner les données nécessaires pour prouver que Red White était bien présent le jour du meurtre. L'esprit de Mia, invoqué dans le corps de Maya, menace alors Red White de livrer une liste de personnes qu'il a fait chanter à la presse. Et cette menace suffit à le faire avouer. Dans la soirée du même jour, Maya vient rejoindre Phoenix, et sous la bienveillance de Mia, le cabinet d'avocats Wright & Co. vient de naître. Un mois après cette affaire, une autre affaire secoue le monde d'Ace Attorney. Elle fait partie du monde des samouraïs. La co-star du show, Samouraï d'acier, guerrier du Neo Hall de Tokyo, Jack Hammer vient à mourir, planté d'une lance du samouraï d'acier par l'autre co-star du show, Will Powers. Maya, étant une grande fan de ce show, veut défendre cette star, et Phoenix accepte un peu contre sa volonté. Dans la première investigation, on se rend compte de deux choses. Une blessure de Will Powers, l'incapacitant, ainsi qu'une photo prise par une des caméras de surveillance du bâtiment, montrant le samouraï d'acier. Durant le procès, on se rend compte que plusieurs personnes savaient pour la blessure de Powers, notamment la personne qui a vu le samouraï d'acier passer par cette porte, la personne de la sécurité, Wendy Holbag. Phoenix vient à l'accuser, mais elle dit qu'il y avait d'autres personnes dans le studio, des producteurs, y compris Dee Vasquez, et un témoin, un jeune homme, Cody Atkins. Lors du deuxième procès, on arrive à faire avouer à Cody Atkins que le samouraï d'acier avait perdu la bataille après être entré dans le studio 2. L'investigation a prouvé que le samouraï d'acier allait vers l'autre studio où se trouvaient les producteurs. On se rend compte que Dee Vasquez avait justement fait chanter Jack Hammer pour un accident arrivé 5 ans auparavant. Et encore une fois, au lieu d'attendre le procès, il vient avoir Dee Vasquez, qui allait le faire s'effacer à cause de la mafia, mais Gumshoe le sauve au dernier moment. Au procès, après une explication de comment Jack Hammer a récupéré le costume pour jouer la blessure de Powers en tant que le samouraï d'acier, Phoenix prouve que dans le studio 2, au niveau du chalet, une des pointes de la barrière avait été tordue sous le poing d'un corps et se rend compte que la même méthode a pu arriver pour la mort de Jack Hammer. Dee Vasquez se défend très bien, au point que c'est impossible de la réfuter. Mais grâce à l'aide inattendue d'Edgeworth, on arrive à faire avouer que Dee Vasquez avait tué Jack Hammer par accident, car Hammer en avait eu marre et voulait tuer Dee Vasquez. Par accident, elle vient à le pousser, le tuant. Elle a ensuite déguisé le meurtre pour accuser Powers grâce à Sal Monello, le réalisateur. Cela termine l'histoire du samouraï d'acier, mais l'imagination de Sal Monello est sans limite. Et peu après, la princesse Rose, guerrière du petit vieux Tokyo, commence à la télévision. Rien de significatif se passe jusqu'à Noël, ou en tout cas sa veille pour être plus exact. 2 personnes sont sur un bateau. Un tir retentit. Une personne tombe à l'eau et nous voyons que Miles Edgeworth a un pistolet dans sa main. Vous l'avez donc sûrement compris, cette affaire a pas mal de liens avec l'affaire DL6. Une photo a été prise par une photographe du nom de Lotta Hart, qu'il y avait bien 2 personnes sur le bateau et un tireur parmi ces 2. On se rend compte que la victime était Robert Hammond. Ça doit vous dire quelque chose, c'est l'ancien avocat de Yann Yogi dans l'affaire DL6. Après qu'on ait prouvé le lien avec l'affaire DL6, Edgeworth, après avoir refusé qu'on le défende, accepte, mais nous met en garde, car le procureur de cette affaire est son mentor, le procureur invaincu,
40 ans de carrière, aucune défaite. Manfred Van Karma. Au procès, Manfred Van Karma est égal à sa réputation, dissimulant beaucoup de faits à Phoenix pour pouvoir faire de gros coups contre Phoenix. Il arrive toutefois à prouver que le tireur a tiré avec des empreintes de la mauvaise main par rapport aux empreintes digitales de Miles trouvées sur l'arme du crime. Il prouve du coup que ce n'est pas un suicide et que Edgeworth n'a pas pu tirer le coup de feu. Dans la deuxième investigation, on remarque qu'il nous manquait un témoin, le propriétaire de la boutique de Bark. Il n'a pas de nom et il a Polly comme seul compagnon, une perruche. Il est très étrange, surtout quand cette perruche lui dit de ne pas oublier DL6, quand Maya lui demandait si on avait oublié quelque chose. Au deuxième procès, Van Karma dit que ce vendeur n'a pas d'identité et que le témoignage ne donne rien. À 2 points d'abandonner, Larry Butts arrive pour sauver Phoenix. Il dit qu'il était au lac ce soir-là et qu'il avait entendu un tir peu avant minuit alors que le tir enregistré par la caméra était aux environs de minuit 10. Ce qui prouve que 2 tirs ont retenti, ce qui est confirmé par une seconde photo du lac prise par la photographe, montrant un lac vide. Ce qui confirme que la victime avait été tuée bien avant et que le tueur s'est déguisé en victime pour tromper Edgeworth et que la personne en question ne pouvait être que le vendeur de Bark, qui est maintenant introuvable. Après le procès, Edgeworth confirme que c'est bien Hammond qui l'avait invité au lac et que ça s'était passé comme l'avait décrit auparavant Phoenix. Ils étaient tous les deux sur la barque et après avoir tiré, la personne à côté de lui est tombée à l'eau. Il nous dit également que des cauchemars continuent à le hanter. Dans cette dernière investigation, Phoenix et Maya, en regardant la cabane du loueur de barque, trouvent justement une lettre avec des indications sur quoi faire pour avoir le crime parfait, pour se venger de la famille Edgeworth et de Robert Hammond. Après une discussion avec Marvin Grossberg, on se rend compte que Van Karma avait des raisons d'en vouloir à la famille Edgeworth, car Gregory avait fait subir à Manfred sa première et unique pénalité. Grossberg se rappelle aussi que peu après ce procès, il a pris la seule et unique pause de sa carrière. Et au lieu d'attendre le procès après avoir reçu toutes les informations sur l'affaire DL6, il rencontre Van Karma dans la salle d'épreuve. Et ce dernier utilise un taser pour le mettre inconscient, lui et Maya. Et le procureur prend toutes les preuves avec lui. Le dernier procès de cette affaire commence et on a pu retrouver le propriétaire de la boutique de location de bateaux. Et tout a été déjà préparé. Il ne se rappelle plus de son identité et à cause d'un accident, il ne peut avoir d'empreinte digitale. Au pied du mur, Van Karma conseille à Wright d'interroger la perruche pour avoir plus d'informations. Ce qu'il accepte comme un dernier coup de poker. En interrogeant Polly, il arrive à avoir des informations prouvant l'identité du propriétaire des locations de bateaux, Yanni Yogi. Il avoue ensuite son crime en disant qu'il a fini sa mission, sa vengeance envers la famille Edgeworth et Hammond. Miles Edgeworth, sur le point de se faire acquitter, objecte. Il explique alors qu'il avait des cauchemars depuis qu'il était jeune et que si Yanni Yogi voulait se venger, c'est parce qu'il savait qu'il était le vrai meurtrier de son père. Il dit alors qu'il s'accuse du meurtre de son père. Nous sommes au dernier jour où l'affaire DL6 est ouverte. Et Van Karma propose qu'on ait un nouveau procès pour l'affaire DL6 aujourd'hui même. Durant ce procès pour l'affaire DL6, il manque à Phoenix quelque chose, les preuves. Van Karma les avait prises avec lui, mais au fil du procès, on se rend compte qu'il y avait eu 2 tirs par l'arme du crime, ce qui prouve que l'arme a été utilisée 2 fois. Par la suite, on remarque qu'une balle est sortie de la cabine, et que si elle n'avait pas été retrouvée, c'est que le tueur l'avait prise avec lui, ou plutôt qu'il l'avait gardée avec lui. On se rend compte que Van Karma avait pris une pause après ce procès avec Gregory. Pourquoi? Il est le tueur. On arrive à prouver qu'il a une balle à l'intérieur de lui, et le cri qu'il arrive à produire quand il était au pied du mur rappelle que c'est le cri que Miles avait entendu étant jeune. Manfred Van Karma confirme sa culpabilité et il est emporté par la police. Il sera condamné à mort plus tard. Après la soirée de fête pour l'acquittement de Miles Edgeworth, Phoenix voit qu'il y a une lettre sur son bureau. C'est une lettre de Maya Fey. Elle veut retourner au village Kurain
car elle sent qu'elle n'a pas aidé Phoenix. Phoenix part alors en 4ème vitesse à la gare, où il retrouve Maya in extremis. Il lui prouve que justement Maya a aidé, a prouvé l'innocence de Miles Edgeworth en gardant la balle qui allait mettre Von Karma au tapis. Maya alors confirme qu'elle reviendra car elle veut aider le cabinet. Elle part donc dans un train, laissant notre héros seul pour quelques mois. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour cet épisode de Timeline. C'est un épisode vraiment important car on voit les débuts des affaires pour Phoenix Wright et pour l'aventure qui nous suit, et j'espère qu'on ne prendra pas autant de temps pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, nous allons traiter les années 2017, voire 2018. Nous verrons bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. C'était GF, stay tuned pour more et objections, bien sûr.